Et l'idée, c'est de vous montrer et de répondre à la commande que vous avez à l'écran. Parce qu'on nous a donné une commande. Le but, c'est pas de vous présenter juste les concours, c'est de répondre à ces problématiques. Comment faire des concours un vrai acte de recrutement. En gros, c'est le lien. Y a-t-il un lien, d'ailleurs, entre le concours et le recrutement? Alors, pour réussir à faire ça, on s'est mis à plusieurs. Je ne suis pas tout seul. On a travaillé de concert avec différents acteurs. Donc, on a Karen du CDG10, elle se représentera. Mais d'emblée, on peut voir dans l'intitulé de son poste qu'elle fait de l'emploi, qu'elle fait du recrutement. Donc, il y a un petit indice déjà dans ce qu'elle fait au quotidien. À côté de moi, j'ai Céline Bassompierre, qui est responsable des concours au Centre de gestion 57. C'est une experte en logistique. Elle a des années, vraiment des années d'expérience en concours. Ça montre que le concours, c'est de la logistique, de l'organisation. Il y a beaucoup de travail. Ça, c'est ce que vous connaissez sûrement des concours. Alors moi-même, je suis responsable des concours au Centre de gestion 54 et j'ai encore une autre casquette. Je fais un petit peu ce que fait Céline. Et j'ai la casquette pédagogique, parce qu'il y a un volet pédagogique, de conception. Donc vous voyez, rien qu'à la présentation de chacun, on imagine, je ne sais pas si vous imaginiez déjà tous ces aspects-là. Et dans l'assistance, on a nos collègues, Christophe Hartmann du 68 et nos collègues du 51, Claire qui se cache derrière et Pascal, qui pourront utilement intervenir sans problème. Et n'hésitez absolument pas à nous arrêter quand vous avez des questions ou quand vous avez des interrogations. Alors, on va commencer. Voilà. Pour réussir à répondre à la question, on vous propose 4 temps. Le premier, c'est de partir de ce que représente le concours. Alors, on a pris le périmètre qu'on connaît le moins mal, c'est celui de l'interrégion Est, c'est 18 départements. Et vous allez vite comprendre que finalement, les concours, pour répondre à cette problématique, c'est un certain poids, ce sont des moyens. Et demain, si on devait aller encore plus loin dans le recrutement, on peut se dire qu'il y a des moyens, ils sont là, il y a des coûts, il y a des contraintes. Toute la question, ça va être de savoir comment on fait rejoindre ces deux problématiques, concours et recrutement. On va revenir sur les principes fondamentaux des concours, ce sera assez rapide, mais l'idée, encore une fois, c'est de faire le parallèle avec l'emploi, le recrutement, la compétence. On va faire des constats, on va s'interroger, et puis vous allez sûrement nous dire, oui, ça, j'ai vu passer. On critique beaucoup le concours. On parle souvent de la fin des concours. Donc, on va essayer de faire des constats sur y a-t-il une perte d'efficacité, une perte d'attractivité. Et on ira au cœur de cette question en ouvrant trois petits tiroirs. C'est le lien concours-emploi-compétences, l'évaluation par les compétences et la formation des jurys. Parce qu'un concours, c'est pas que des acteurs, c'est pas que des professionnels, c'est des intervenants. Il n'y a pas que les jurys, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Donc, pour commencer, je laisse la parole à Céline qui va vous parler de l'activité concours à l'échelle de l'interrégion. Tiens, Céline. Je passe ça si tu veux. Tu mets la suivante. Donc les concours, nous avons quand même 10 filières à organiser différentes. Il y a plus de 100 concours examens différents à organiser. L'interrégion Est est quand même très présente au niveau national, puisqu'il y a 80 concours examens différents organisés sur 10 CDG, 08, 10, 21, 25, 51, 54, 57, 67, 68 et 90. Donc, tous les ans, sur ces 10 CDG, il y a une cinquantaine de concours qui est organisé. C'est un concours, on se dit, c'est pas grand-chose, c'est une épreuve écrite, c'est un oral. Sauf que pour nous, derrière, c'est un an et demi d'organisation, entre le moment où on fait le recensement et le moment où on sort la liste d'aptitude. Il y a une trentaine de personnes qui travaillent là-dessus par an, qui fait à peu près 40 000 heures de travail quand on cumule tout. C'est énorme et des fois, c'est pas assez. On a tous se retrouvés à devoir gérer plus. Là, on sollicite 1500 intervenants entre les jurys, les surveillants, les correcteurs, les examinateurs et annexes. Et on gère 15 000 dossiers de candidats pour à peu près 3 000 lauréats par an. Un chiffre d'affaires annuel de 2 millions. Et pour représenter ce que c'est l'organisation, on a calculé la pression des sujets, le nombre de feuilles que ça fait. Si on les met l'une au-dessus des autres, on a un immeuble de 5 étages. C'est 15 mètres de hauteur pour 18 tonnes de papier porté. Et on n'est que sur les sujets. Donc, ça, on ne peut pas s'en rendre compte, mais quand on les cumule, même si on voit des têtes, il y a des gens qui savent ce que c'est de porter.
Donc là, donc ça, voilà, c'est à peu près quelques exemples de chiffres pour montrer que c'est énorme le travail derrière qui est fourni par toutes les équipes. Et pour info, puisque les coûts lauréats, on nous demande souvent ce que ça représente, en moyenne, c'est la même part en logistique, en personnel, en intervenante. Ça peut être modifié sur certains gros concours, puisqu'on a des fois des salles un peu chères, mais globalement, on tombe sur ce genre de répartition sur tout le monde. Quant à moi, je vais... C'est bon, ça marche. Ouais. Quant à moi, je vais vous présenter donc les principes, les fondements et quelques définitions en lien avec effectivement les concours et le recrutement, puisque c'est tout l'objet d'aujourd'hui. Comment on fait d'un concours un vrai acte de recrutement? Est-ce que finalement, c'est pas potentiellement déjà un acte ou une étape d'un recrutement? Donc, on va vous présenter quelques éléments par rapport à tout ça. Et la base de nos concours, ça remonte à loin, c'est 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec son article 6, que vous devez toutes et tous connaître par cœur. Tous les citoyens sont admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. On va effectivement découler de cette phrase un principe très simple, c'est le principe d'égal accès aux emplois publics, ce qui effectivement justifie l'organisation de concours, puisque ces vertus et ces talents, c'est le concours qui permet de les évaluer de la manière, en tout cas, la plus égalitaire et équitable possible. En tout cas, c'est ce qu'on s'évertue à faire au quotidien dans notre activité concours. Donc, c'est pour ça qu'on vous a représenté trois grands principes ici, l'égalité, l'équité et l'inclusion, puisque c'est vraiment des points essentiels sur notre organisation des concours. Donc, on a vu effectivement l'importance du travail que ça représente, c'est ce que vient de nous présenter Céline, en termes d'épreuves, etc. Mais tous les candidats ne sont pas effectivement dans la même situation d'égalité, donc il faut ajouter cette équité et cette inclusion, notamment avec nos candidats en situation de handicap. Donc quelques principes qui effectivement relèvent de nos concours, qui sont appliqués systématiquement dans toute organisation. L'égalité, donc de traitement entre les candidats, ils doivent bénéficier des mêmes conditions de participation et d'évaluation. La transparence, donc c'est-à-dire effectivement expliquer nos modalités d'évaluation et les résultats qui doivent être clairs et accessibles à tous. Le mérite, on sélectionne les candidats qui vont être les plus méritants et c'est fondé effectivement sur des compétences et des connaissances. Deux autres principes et fondements sur l'organisation des concours. L'objectivité, c'est-à-dire que la conception de nos épreuves, elle doit permettre effectivement d'évaluer les candidats d'une manière impartiale, sans favoritisme ni discrimination. Donc tout à l'heure, Benjamin vous avez expliqué qu'on allait vous parler un peu de formation des jurys. Là, on est en plein effectivement dans cette thématique-là, sur effectivement le contenu de ces épreuves et la manière d'évaluer les candidats. Autre principe important, la confidentialité, c'est-à-dire la protection des informations personnelles des candidats et du détail des épreuves pour garantir l'intégrité du concours. Ce sont des épreuves, effectivement, qui peuvent avoir un impact ou en tout cas un risque juridique assez important. Donc, chaque étape, chaque épreuve va nécessiter de mettre en place des processus très spécifiques et très pointus, puisqu'on a vraiment un gros aussi, référentiel juridique à respecter dans le cadre de l'organisation des concours et des examens. Donc, le concours va s'achever, effectivement, on en a déjà un petit peu tout à l'heure parlé, par l'établissement d'une liste d'aptitudes, et la particularité dans la fonction publique, c'est qu'elle est effectivement par ordre alphabétique. Elle revêt un caractère national et elle atteste bien évidemment de la réussite au concours. Les concours qu'on organise, ils sont soumis à certains défis, puisqu'effectivement, le recrutement par concours, c'est effectivement la règle, mais il y a plusieurs défis, notamment par rapport à un équilibre assez compliqué parfois à avoir, puisqu'il y a bien évidemment le principe de libre administration des collectivités, c'est-à-dire que une collectivité, une mairie, un conseil départemental ou autre, est libre effectivement de recruter qui elle souhaite. Et en face de ça, nous, on organise des concours, des exigences de concours, où on propose des listes d'aptitudes. Donc il y a effectivement un équilibre assez particulier à mettre en place, puisqu'il appartient aux lauréats de concours après de rechercher eux-mêmes un poste dans la fonction publique territoriale, contrairement à ce qu'on peut effectivement décliner sur la fonction publique d'État ou hospitalière, où on est sur effectivement des listes par ordre de mérite, où là effectivement il y a une affectation systématique sur un poste.
Cette fois-ci, au-delà des principes, une petite définition. Il en faut bien une de temps en temps, désolé. Le recrutement. Donc, on a effectivement posé une source assez globale sur Wikipédia. Donc, le recrutement, ça va être l'ensemble des actions qui seront mises en œuvre effectivement pour trouver une personne qui doit correspondre aux besoins et aux compétences qui sont considérées comme requises à un poste de travail, à un métier, à des fonctions, dans une organisation donnée. Cette pratique de recrutement, c'est finalement la pratique des ressources humaines qui va être la plus visible aussi vue de l'extérieur. C'est-à-dire, on connaît effectivement par rapport à cette mise en place le process. Ça gagne aussi en transparence. Donc c'est vrai que le concours va effectivement, à l'instar du recrutement, être très visible par rapport au déroulé qui se met en place. Donc on vous a mis effectivement un schéma du processus de recrutement qui finalement ressemble beaucoup au schéma du processus d'un concours. Quels sont les enjeux du recrutement dans la fonction publique territoriale? Après, effectivement, avoir abordé ces bases sur le concours et le recrutement, et bien, finalement, c'est assez similaire entre un concours ou lorsqu'on fait un recrutement direct. C'est-à-dire qu'il va falloir identifier clairement des besoins, que ce soit les compétences du poste, les besoins de la collectivité ou du profil recherché. Effectivement, cette notion de besoin, elle doit être clairement établie afin de pouvoir effectivement après planifier les étapes du recrutement, c'est-à-dire mettre en place une procédure qui soit clairement établie. Donc je ne vais pas vous refaire tout le process effectivement de la planification d'un recrutement. Et ce qui va être aussi finalement maintenant un point assez important, c'est la vigilance qu'on va mettre en place pour éviter ce fameux risque de reproduction sociale. Benjamin tout à l'heure a mis en évidence le fait que les concours sont très souvent critiqués. Alors on parle de la lourdeur, de la longueur, des procédures assez complexes, mais c'est souvent aussi mis en avant qu'on a l'impression de vouloir avoir des clones un petit peu dans nos structures publiques. Notamment ça s'entend surtout sur la haute fonction publique. Donc l'idée effectivement c'est de sensibiliser aussi nos acteurs, nos membres de jury de recrutement sur le fait que attention à ne pas ne pas vouloir reproduire socialement, on va dire une espèce d'agent public type. Il n'y en aura pas, parce qu'on a quand même près de 250 métiers finalement dans la fonction publique territoriale et potentiellement autant de profils variés en termes de futurs agents publics. Donc c'est vrai qu'on constate en général sur les concours une baisse des effectifs. Il arrive parfois que ça augmente, mais si on vérifie chez tout le monde, c'est plutôt une baisse. On a moins d'absentéisme qu'on peut avoir depuis qu'on a une inscription unique. Donc ça fait du bien, surtout sur les concours où il y a que des euros. Mais on n'est pas attractif. Sur le recrutement, on le voit aussi, sur le nombre de CV, je ne sais pas si on reconnaît les CDG, mais chez nous, les CV qu'on reçoit, il n'y en a pas des tonnes. Donc, on a Luxembourg aussi pour nous à côté. Et les candidats qui se présentent se préparent pas. Quand on voit la moyenne de 6,5 sur des questions, on leur met maintenant les notes de cadrage, les anciens sujets, il y a des CDG qui mettent même les meilleures copies. Ils ont tout sur Internet pour se préparer et ils nous appellent 3 jours avant. C'est quand vous faites l'épreuve? Donc, malheureusement, on ne s'étonne pas sur les notes, mais c'est la même chose sur les examens et les concours internes aussi. Là, on n'y peut rien et du coup, ça ne permet pas toujours d'avoir autant de lauréats qu'il y a de demandes des collectivités. Et là, on n'a pas de solution. Alors, il y en a qui ont trouvé des solutions, qui nous font des jolis articles. Par exemple, d'organiser nos concours au lieu de faire des écrits, les faire sur ordinateur. Benjamin, t'es prêt à faire 3000 ordinateurs pour ton attaché? Non. Sinon, il y a des manifestes aussi qui nous disent comment faire, des concours tous les ans. Et de l'autre côté, on nous demande de faire attention budgétairement. Ça va être compliqué. Je vous dirai après. Voilà. Donc, malheureusement, il n'y a pas de... Nous, on n'a pas trouvé de solution, mais s'il y en a qui ont des idées, on est preneurs.
Merci pour ces constats et cet état des lieux, ces définitions qui sont nécessaires pour la suite, parce que vous attendez avec impatience, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On a des effectifs qui ont tendance à baisser. On a vu, l'exemple qu'on vous donne, ce sont des épreuves, on le sait, en tant qu'organisateur de concours, ça ne nous fait jamais plaisir d'organiser quelque chose avec une moyenne à 6,50. C'est pas possible. Donc ça fait pas plaisir aux candidats, ça fait encore moins plaisir aux correcteurs et pas au jury non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors vous avez entendu, il y a un mouvement de réforme des concours. Alors on l'a échappé belle, puisque la réforme, elle aurait dû être précipitée il y a quelques mois. Elle n'avait pas été plus préparée que ça, on peut vous le dire, puisque nous, responsables concours, nous, centres de gestion, n'avions pas plus été sondés que ça sur finalement qu'est-ce qu'on a envie de faire. Il faut le temps de la réflexion, il faut collecter de la donnée, il faut bien analyser. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous montrer où nous en sommes, parce que notre double casquette ou triple casquette, comme je disais tout à l'heure, on pourrait en ajouter une, c'est on est un petit peu des chercheurs, des pionniers. On essaye de trouver de nouveaux formats. Donc il y a plusieurs groupes de travail nationaux, c'est pas que à l'échelle de l'interrégion, qui réfléchissent à de nouvelles solutions. Et ça milite pour faire du concours un acte de recrutement. Alors d'abord, comment on pourrait faire? On a essayé de chercher qu'est-ce qui pourrait améliorer ce caractère asynchrone entre le besoin de la collectivité et puis finalement la liste de lauréats qu'on va sortir des fois 18 mois après. C'est très compliqué pour une collectivité, c'est compliqué pour un candidat, et c'est compliqué pour nous aussi, pour suivre, ça fait partie de nos obligations, de suivre l'emploi territorial et de pourvoir ces postes. Eh bien, on part de la donnée. On est entre nous, dans un centre de gestion, on est des experts normalement de la donnée, on va en parler dans d'autres ateliers, on a beaucoup de données. Donc voilà, on a un groupe de travail national, il y en a deux. Je pars de celui du bas, il y a un groupe de travail national transversal qui réfléchit à l'avenir des concours. Il est tout frais, il date de cette année. Il y a de nombreuses avancées, et il y a tout un tas de solutions qui vont des schémas les plus, comme on dit, disruptifs. On ouvre grand le champ des possibles, on imagine plein de choses, à des choses plus conventionnelles. Des fois, c'est, est-ce que un QCM, c'est quelque chose qui permet de bien sélectionner les candidats? Est-ce qu'une étude de cas, c'est bien valable? Est-ce que des épreuves pratiques sur un adjoint technique, sur un examen par exemple, est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire ça? Donc voilà, ça c'est le groupe de travail national sur l'avenir des concours, et on a un autre groupe un petit peu plus technique, pour la filière technique justement, qui part de la donnée. Je vous ai parlé de données, on a deux types de données en fait, pour les concours. La première, c'est l'état des lieux de nos inscrits, de l'attractivité de nos concours, de l'absentéisme, des résultats. Donc ça, il y a vraiment beaucoup de travail qui a déjà été engagé et qui permet de déduire un certain nombre de choses. Parfois des spécialités qui n'ont plus lieu d'être, tout simplement. L'approche métier, c'est ça, c'est de dire mais pourquoi j'organise une épreuve de fossoyeur-porteur pour adjoint technique alors qu'en fait il n'y a plus de collectivités qui le font. Donc c'est des choses très pratiques. Et puis la deuxième, alors je reviens là, voilà. Ce que je viens de dire, ça explique tout ça. Et c'est notre travail. Et si on ne le fait pas, on va subir une réforme. Donc là, on s'est mis en ordre de bataille tous. On remplit des tableaux très régulièrement. Les collègues, on est très très sollicités, mais c'est très bien. De nos applications métiers, on sort de la donnée. Le poids des inscrits sur tel ou tel concours, le taux de pourvoi, en mettant en lumière le rapport entre nombre de lauréats et nombre de postes. Le taux, est-ce qu'on est sélectif ou pas? Est-ce qu'on est attractif, in fine, entre le nombre d'inscrits et le nombre de postes? Donc ça, c'est un premier volet, on l'appelle volet concours pur, classique. Ce qui est moins classique et qui commence à répondre à notre problématique d'aujourd'hui, et on innove, et on tâtonne, on n'a pas fini, puis on crée des outils. C'est de partir tout simplement, pourquoi ne partirions-nous pas du besoin de la collectivité en premier? Et vous connaissez tous et toutes emploi territorial, vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est que finalement ce premier besoin, il est posté, il est publié avec plus ou moins d'exactitude par les collectivités. On a essayé de partir sur ce secteur-là, sur l'emploi, de cette donnée en extrayant. Alors moi je l'ai fait pour là ce que vous avez sous les yeux, c'est un exemple. On va pouvoir le faire sur tous les cas d'emploi possibles et imaginables. On s'est dit tiens, filière technique, on va prendre une cohorte, 1er mars 21, 1er mars 2023, et on regarde toutes les offres on est parti du global dans la filière technique, sur la catégorie A, B, C. Donc ça nous donne des chiffres en première intention, et puis derrière,
il faut les retraiter, et c'est là que les outils vont être intéressants. Donc ça fait maintenant à peu près 1 an qu'on travaille là-dessus, c'est de se dire, ok, on commence à avoir des outils assez pointus, dont le nom m'échappe parce que moi je suis pas du côté emploi, mais pour avoir déjà le profil de collectivité qui recrute, on a des choses assez arrêtées, assez scientifiques, mais ce qui est moins scientifique, c'est finalement quelles sont les compétences attendues. Et c'est toutes les petites questions là. Répondre à ces questions, il va falloir qu'on retraite un peu la donnée. Quels sont les besoins des collectivités en termes d'emploi dans la filière technique? Comment se répartissent les offres? Quels sont les métiers les plus recherchés? Jusque-là, ça on peut assez bien le faire parce que c'est des champs assez fermés. Quelles sont les compétences les plus recherchées? Là, voilà, on est dans le nœud du problème. Comment je fais pour savoir sur un ingénieur, sur un territoire, c'est quoi les compétences attendues? Et si on arrive un jour à répondre à cette question, finalement, on va faire à la fois du concours, et ça va rejoindre ce qu'on fait faire à nos jurys. Et ce que tout le monde se pose comme question, c'est qu'est-ce que je vais demander à mon candidat pour bien évaluer en 20 minutes si ça va être un bon ingénieur dans une collectivité que moi-même je ne connais pas, je ne sais pas, je ne connais pas le besoin. Mais on va répondre aussi aux besoins de recrutement. Oui. J'ai une petite question sur l'identification en besoin des collectivités. On sait qu'avant, lors de l'ouverture de chaque concours, il y a un nombre de postes on sait combien d'attachés, on sait combien d'attachés seront recrutés. Comment est-ce que c'est fixé ce chiffre, ce nombre par rapport à ça? Alors non, c'est pas par rapport à ça. On l'a pas expliqué assez précisément, mais c'est une super question. Il y a un recensement des besoins qui est fait. Bien en amont, on a parlé des 18 mois, là, cette période qui s'étire dans le temps, des fois c'est même 2 ans. On demande aux collectivités, donc ça passe par chaque CDG, qui sonde ces collectivités à travers un outil, et puis là, la collectivité doit nous répondre. Et là, il y a un premier problème. Vous voyez arriver, c'est la collectivité, elle dit, mais mon pauvre, je sais pas moi, je sais pas dans 2 ans, parce que vous me vendez quelque chose qui va se passer dans 2 ans. Je sais pas trop bien vous dire quel sera mon besoin en attaché, en adjoint technique, ou je ne sais quoi. Mais on fait le travail quand même. Et ça s'appelle quoi? C'est de la GPEC, ça. Mais les collectivités ont rejoint un autre souci, c'est font-elles toutes de la GPEC? Je sais pas, je vois sourire. C'est pas évident, c'est loin d'être évident. Donc il y a un instant T, on fait un recensement. Ce recensement nous donne des chiffres. Et là, c'est ce qu'expliquait Karine tout à l'heure. On n'oublie pas qu'on a un cadre réglementaire. Et ce cadre réglementaire, il vient nous contraindre. Il vient nous dire, OK, vous avez déclaré 100 postes, mais moi, mon texte, on a un texte, il y a des décrets, des arrêtés qui nous disent, il va falloir ouvrir tant d'internes, tant d'externes, tant de troisième concours. Et puis tout à fait à la fin, on a un jury. Et c'est ça que là, on perd les candidats à la fin, parce qu'on peut faire des bascules de postes. Et c'est le texte qui nous permet. Il peut dire, attention, en fonction des besoins et en fonction des résultats, en fonction de votre cohorte, on va pouvoir basculer des postes. Si bien qu'à la fin, le résultat que j'ai, il est pas forcément fidèle avec le besoin originel. Et sûrement qu'entre-temps, dans la collectivité, c'est passé des choses. Oui. Le basculement des postes, c'est dans une certaine limite. Voilà, c'est ça. 15 ou 25. 15 en C, 25 en B. Et ça, cette règle-là est contrainte. C'est une contrainte. Bien sûr. Parce que la règle, finalement, va parfois contredire les besoins qui sont exprimés dans le cadre du recensement par les collectivités. Je pense que c'est aussi le sens du travail qui peut être fait et des propositions qui peuvent être faites, parce que finalement, nous aussi, centre de gestion, on a le droit à la libre administration, parce qu'on est des établissements publics avec des élus qui sont des arrêtés d'ouverture, donc on sait ce qu'on fait, quoi. Et ces contraintes-là sont parfois agaçantes. On rejoint complètement votre analyse. Et ça fait partie, vous avez raison, dans le groupe de travail, on va faire des propositions sur le cadre réglementaire. Parce que les textes qu'on applique, souvent, ils datent, j'ai en tête, je sais pas, l'attaché, c'est de 2009. Est-ce que c'est encore bien d'actualité? C'est récent. C'est déjà récent à l'échelle des concours. Non, mais peut-être l'objectif de la règle, c'était de dire il faut une répartition équilibrée, oui, c'est ça, entre les internes, les externes, troisième concours, etc. Mais finalement, c'est contre-productif par rapport aux besoins exprimés par les collectivités. Tout à fait. Oui. Et pour quelle raison, du coup, on n'arrive pas à se caler sur la FPE ou la FDH, qui ont un système différent par rapport à un recensement, puisque dès que l'instant quelqu'un a un concours, a un poste qui... Le nombre d'autorités. Oui, voilà. Pourquoi on est à part et pourquoi on ne peut pas se caler à ce système? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour ça que c'est important de donner les fondements, c'est la libre administration. Oui.
La libre administration, et ça, c'est le sacro-saint principe, et c'est ce qui nous différencie vraiment. Il n'y a pas de fléchage entre les postes qu'on pourvoit, enfin entre les lauréats et les postes Qu'est-ce qui derrière. nous bloque? Qu'est-ce qui bloque? Bah, aujourd'hui, c'est les textes. Oui, voilà, c'est ça. Ce sont Donc ça, est-ce que dans les réflexions, Bien sûr. des groupes, on essaye de faire Tout à fait. Voilà. Donc, dans les groupes de travail, on analyse ce qui se fait dans les autres fonctions publiques. On est aussi un petit peu bousculé, notamment parce que, on n'en a pas parlé, mais ça me permet de faire une aparté. On a par exemple récupéré les concours de sapeurs-pompiers, qui relevaient clairement de l'État. Et leur texte à eux prévoit plein de bonnes choses, notamment, je pense, au cas d'égalité. Nous, on n'a pas ça. Hein. Quand il y a une égalité, c'est foutu. Soit vous perdez le poste, mais il n'y a pas de règles. Et les sapeurs-pompiers, par exemple, ont ça. Donc, on utilise aussi toutes les bonnes idées qui existent dans les autres concours, bien sûr. L'idée, c'est peut-être d'harmoniser et puis de prendre le meilleur de chaque monde. On dit qu'il y a plein d'autres choses. Ça peut être quelqu'un qui va se dire, le point 3, bon, il est persuasif, il dit, si je suis pas d'accord avec ce qu'il m'a demandé, il n'a pas forcément le texte dessus. Il pourrait dire, j'évoque la question au point hebdo, après tout. On me donne quelque chose, et puis il y a une hiérarchie, il y a un organigramme. Si le problème persiste, en entretien annuel, ça reviendra, et puis je boucle. Ça peut être ça, pourquoi pas. Il y a le pragmatique pur. Tiens, le pragmatique pur, c'est dans l'exercice que j'ai fait, quelqu'un qui sait pas. Il y a de très bons candidats qui sont comme ça. Je connais pas le texte, je connais pas bien les références, mais tiens, si je fais le parallèle avec ce que je vis moi, dans mon service, ça peut être quelqu'un qui est en interne, qui est déjà en collectivité, tiens, ça me fait penser à si je suis à l'état civil, puis moi, il me demande d'ajouter, sans l'accord du maire et sans formalité préalable, un nom sur une liste électorale à une semaine des élections. Puis je chemine comme ça. C'est une façon de répondre. Il y a celui qui est curieux. Tiens, moi, je sais pas ça, ce que vous m'avez dit, mais ce que je sais, tiens, je connais un peu plus le droit de retrait, donc je parle un peu de ça. Et puis, on pourrait dire quelqu'un qui est cultivé, qui est curieux. Et là, on rentre vraiment dans les soft skills, c'est j'ai quelques connaissances historiques, ça me fait penser, j'avais lu ça dans un bouquin. Et puis je chemine, la théorie des baïonnettes intelligentes dans le domaine militaire. Pourquoi pas? Et en fait, tout ce qu'on est en train de se dire, ce travail-là, c'est notre travail, il faudrait qu'on le fasse pour tout et qu'on forme vraiment nos jurys. C'est ça le mouvement qui est actuellement enclenché. Et puis, je passe vite, mais grosso modo, j'avais fait l'exercice aussi, ça c'est un tableau que j'avais récupéré, je crois même du ministère de l'Intérieur, qui découpait les compétences, et en vrai, il faut être modeste, encore une fois, comme je vous avais dit. Quand on pose un problème, on peut avoir, là on en aurait 16 cases, 16 façons de répondre. Est-ce que je réponds par rapport à moi, mon équipe, ma hiérarchie, les usagers, la structure? Est-ce que c'est du court terme, du moyen terme, du long terme? Est-ce que je réponds juste à un problème? Est-ce qu'il y a des enjeux supérieurs? Est-ce que je suis dans l'évaluation? En fait, quand on prépare ça, on s'aperçoit encore plus par la démonstration qu'on peut répondre de plein de façons à des mises en situation. Donc, en général, comment je fais quand on briefe les jurys, on dit voilà, on vous donne des exemples de mise en situation, essayez de faire cet exercice. Et je peux vous dire que c'est compliqué, c'est difficile. On en vient, et ça va être la conclusion, les biais. On a parlé de soft, mais sauf que quand on va sur les soft skills, les compétences transversales, il faut éviter les biais. Et sûrement, vous avez déjà entendu parler de biais cognitifs, biais évaluatifs, et dedans, et ça c'est le droit qui nous le dit, nous quand on se forme sur nos métiers, sur la façon dont on va amener aussi les jeux de questions et tout ça, attention aux discriminations. Et en droit, on a plus de 20 cas de discrimination qui sont plus ou moins manifestes. Mais en fait, les discriminations, c'est pas toujours des choses complètement hallucinantes. C'est d'abord parce qu'on a des biais. Rien qu'à l'entrée dans un oral, la personne passe la porte. Ça, vous pouvez pas dire non. On a tous quelque chose qui s'enclenche dans notre cerveau. Quelque chose. La question, c'est pas de dire ça existe ou ça existe pas, c'est plutôt de dire comment je vais essayer de m'en départir pour l'exercice qui est le mien aujourd'hui. Me départir de ça pour faire une évaluation la plus neutre possible. Alors, on va en donner quelques-uns, et puis on va voir si en concours et en recrutement, parce qu'en recrutement, c'est exactement la même chose, c'est pas la réalité. Biais d'autocomplaisance. La tendance à construire et à valoriser des histoires qui nous sont favorables. Je sais pas, moi je suis membre de jury et puis je suis grand DGS, une grande métropole. Et puis quelqu'un arrive, il vient d'une interco et puis il a un langage, il connaît bien le mouvement intercommunal, l'intérêt communautaire, il n'y a pas de secret. Il y a un biais cognitif de base, c'est sûr. C'est un super candidat. Mais il y a peut-être plein d'autres choses qu'il ne sait pas faire. Effet de faux consensus, surestimer le nombre de personnes qui pensent comme moi. Je suis certain, un des plus classiques, je suis certain que quelqu'un qui connaît ses seuils de marché public, ce sera un super bon juriste.
un marché public ou un super pilote de projet pour la commande publique. Moi, je vous réponds, c'est faux, c'est pas vrai. Ça veut juste dire, la seule chose factuelle, c'est qu'il sait quelque chose par cœur sur des seuils. Est-ce qu'il va bien piloter, est-ce qu'il va savoir étudier un besoin et faire un bon marché? Je sais pas le dire. Ça suffit pas. La question, elle suffit pas. On l'a souvent aussi quand on a des profils de jury qui sont des financiers purs, en compta. Moi, j'en ai comme ça. Mais alors on n'en a pas parlé de ça non plus, mais des fois, on se le dit souvent, les jurys, on les choisit pas toujours. Réglementairement, on nous dit, il faut prendre tel grade, il faut prendre un représentant syndical. On prend ce qu'on a. On les forme, bien sûr, mais eux, parfois, ils ont des biais. Parce que, j'en ai une en tête, elle est super forte, elle est experte dans le domaine des finances. Et systématiquement, elle ne supporte pas qu'on ne connaisse pas la nomenclature comptable, qu'on ne connaisse pas tel article. Non, il faut déconstruire ça. Biais d'attribution, tendance à attribuer des facteurs internes ou externes en fonction des réussites ou des échecs. Et en plus, ça, c'est très français. J'ai pas réussi, c'est parce que, regardez, c'était mal organisé. Par contre, j'ai réussi, c'est parce que je suis bon. Ça, c'est un biais cognitif. Biais de croyance, j'y crois, donc c'est vrai. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Je crois que c'est les questions sur l'environnement territorial. Est-ce que les départements doivent disparaître? Moi, je crois une chose. Puis je vais voir ce que le candidat y répond. S'il répond un peu comme moi, cognitivement, il va se passer des choses. Tu vas avoir une appréciation un peu plus favorable. Excès de confiance. Et tout ça, c'est issu d'études très documentées, très intéressantes. Je vous invite vraiment à lire. Je vous ai donné des références en fin de diapo. Le recrutement comme acte de prédiction surestimé, vous savez, les biais cognitifs, qui sont les publics qui ont le plus de biais, je vous le mets dans le livre, ce sont les recruteurs, les professionnels des ressources humaines. Quand on est en posture de faire passer un entretien à quelqu'un, on surestime inconsciemment ses capacités, parce que aussi ça nous rassure, à débusquer les talents. Ça, c'est sourcé, c'est vraiment des études qui datent. Biais de confirmation, rechercher, interpréter des informations qui confirment nos croyances au lieu de celles qui pourraient les contredire. Ça, c'est aussi un biais, mais c'est normal aussi. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on n'a que 15 minutes, vite, on va aller vérifier ça. Mais on peut aussi, des fois, réussir à aller chercher des informations un peu contraires, qui prouvent d'autres choses, qui prouvent aussi une diversité de parcours du candidat, et qui me permettent de savoir connaître son potentiel. Et tout ça, alors il y a aussi le biais d'ancrage, stratégie mentale par laquelle nous partons d'une valeur initiale, une encre, puis procédons à un ajustement souvent trop faible. On a des appréciations très faibles aussi. Alors, je prends toujours mon exemple des marchés publics. Poser la question des seuils et puis dire, souvent on se casse la binette là-dessus. De toute façon, on peut que se tromper. Le candidat il va pas connaître. Oui, dites à peu près. Et en fait, on donne toujours une marge de manœuvre trop étriquée. Et ça, c'est un biais cognitif. Et ça va vous parler d'exemple que je vais prendre. Je vais sortir des concours. Quand quelqu'un vous dit, t'arrives dans combien de temps? On est impatient, on montre notre impatience. T'arrives dans combien de temps? Faites l'exercice, vous verrez. Notre cerveau nous dit toujours, c'est sûr, et pourtant on a Maps, on a tout. Maps nous dit 15 minutes, on dit dans 10 minutes je suis là. C'est un biais cognitif, ça. C'est un biais cognitif, c'est quelque chose qui s'enclenche dans notre cerveau parce qu'on veut répondre à une demande quand bien même on a la donnée sous les yeux. Alors vous imaginez pour les jurys, ça aussi, ça obère un petit peu la marge d'appréciation qu'on laisse à un candidat. Si vous avez envie de creuser ça, vous avez ce qu'on appelle le codex des biais. Alors, il y a certains auteurs qui disent qu'il y a 250 biais. Il y a plein d'autres auteurs qui disent non, il n'y en a pas 250. Il y en a moins que ça. Bref, heureusement qu'on a des biais, parce qu'en fait, finalement, ce que nous ordonne notre cerveau inconsciemment, c'est ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Nos ancêtres avaient des biais cognitifs, c'était pour se sauver. Quand je suis pris par la peur, je cours très vite. Ça, c'est mon cerveau, et ça s'enclenche tout seul. Donc, on explique à nos jurys de ne pas les enlever, ces biais. C'est simplement de les connaître, et ça fait partie de la formation, pour mieux évaluer. Et je terminerai par quelque chose qui va vous parler, et qu'on vit dans nos... Souvent, vous avez 3 personnes dans les jurys. Au début, ils comprennent tout ce qu'on leur dit, ils démarrent, ils font l'exercice très bien, et une phrase toute simple, c'est évaluer individuellement avant d'évaluer collectivement. Faites l'exercice individuel avant de parler entre eux. Parce que dire, en fin de journée, on se regarde, ça vaut 16, ça. Et ça, c'est pas de l'évaluation. Faites l'exercice jusqu'au bout. Moi, je pense, j'ai rempli ma petite grille, donc on travaille avec eux. Je remplis mes items, je pense ça, et on a le droit de pas être d'accord. Et on harmonise, mais pas l'inverse. Partir d'un seuil, et puis ajuster, ça, c'est pas de la vraie évaluation. Oui, dans le biais d'ancrage, il y a ça aussi.
forcément. Les premiers candidats, on dit toujours, hein, c'est la jauge, et puis après on évalue. Mais il y a des choses forcées, et ça fait aussi l'objet des études qu'on fait. Je suis sûr, hein, ça je ne peux pas le prouver encore, mais je suis sûr que par exemple les candidats du matin ou les candidats juste après la pause de midi, bah, il y a quelque chose, il faudrait étudier. Les candidats de fin de semaine, les candidats de tout début, bah, tout ça, ça permet aussi d'avoir de la donnée pour corriger. Il n'y aura jamais rien de parfait. Voilà, on a fini avec notre présentation. On va pouvoir ouvrir aux questions si vous en avez. Ça, on le remettra, mais allez lire un petit peu, et je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Il y a plein de sources là-dessus, sur tout ce qu'on vient de raconter, et qui militent pour justement une amélioration des concours, mais sur vraiment les questions fondamentales qu'on vient d'évoquer. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des réactions. Donc on parle souvent de la fin des concours, mais nous, en regardant tout ça, on se dit qu'on a un bel avenir, parce que ce sera peut-être pas des concours, mais le lien avec le recrutement, la promotion interne. La promotion interne, c'est des entretiens. Alors, je sais pas si vous le vivez dans vos CDG, mais c'est rigolo. Moi, je l'ai vécu cette semaine. Les collègues, chacun son métier, en fait. Les collègues qui sont experts, là, il y en a ici, experts en statut, ils ne sont pas experts en concours. Et finalement, c'est intéressant, parce que des fois, ils se retournent vers nous en disant, mais finalement, comment tu fais pour évaluer, comment tu fais pour mettre des critères, comment tu fais aussi, d'un point de vue logistique, pour être égalitaire sur les convocations, sur ci, sur ça. Finalement, c'est des métiers qui mériteraient et qui gagneraient à se rejoindre. Donc là, vous êtes bouche bée, question. Non, juste une remarque. Il faudra quand même un jour qu'on fasse évoluer les concours. On fait des concours par cadre d'emploi. Ah oui. Bon, on fait une fonction publique par métier. Vous avez raison. Là, non, mais sérieusement, je pense que c'est un frein. Bien sûr. On connaît des gens qui ne veulent pas passer le concours, Tout à fait. tout simplement parce qu'ils arrivent avec un métier. Et nous, on recrute un métier. D'ailleurs, une commune recrute un agent. Bien On sûr. recrute un chargé de com, on ne recrute pas autre chose. Chargé de com, quand il va aller passer son concours de rédacteur, hein, il y a des messages là, qui partent. Non, mais On est d'accord. je comprends Bien sûr. le frein de se retrouver devant un concours Ah oui. de rédacteur quand on a été formé sur des choses techniques. Oui. Alors après qu'il y ait des connaissances de base, on est tout à fait d'accord. Il y a quand même un minimum que Oui, tout le monde connaisse. Hein. On est d'accord. Mais tant qu'on fera, je pense, ça va prendre du temps. Hein. Et si un jour, si on arrive à adapter ces concours au métier et sortir de ce cadre d'emploi, on redorera l'image des concours. Aujourd'hui, je peux me tromper, mais je peux te demander le témoignage de certains. Je veux dire, je pense que c'est un frein. Mais on est dans un carcan. Là, actuellement, on est coincé. Alors, on était sur ingénieur. Allez, ingénieur, on va peut-être aller. Je pense notamment à rédacteur. Pas tant que ça, hein, parce qu'ingénieur, ingénieur, on peut rebondir, parce que c'est la remarque que je voulais faire. On est tenu aussi par quelque chose, moi, qui finit par m'exaspérer, c'est la logique de diplôme. Aujourd'hui, on refuse des gens qui sont tellement méritants. Et quand je vois aussi leurs fiches individuelles, et quand je vois ce qu'ils font en collectivité, ils sont super brillants, c'est sûr, ils sont super professionnels. On leur met une barrière parce qu'ils ne remplissent pas la case du diplôme. Et des fois, c'est tellement subtil. Vous n'avez pas le diplôme technico-professionnel qui rentre dans la case. Et là, mais ça devient absurde, effectivement. Mais là, notre double langage, il est dur à comprendre. On ne peut pas dire à toutes les collectivités, faites des tableaux, des emplois, des machins, et travaillez par emploi, travaillez par métier. Oubliez un peu le cadre d'emploi. Oui. Oubliez-le et passez. Et rester sur des concours qui sont sur les cadres d'emploi. C'est pour cette raison que les conclusions du groupe de travail Avenir des concours, hein, au national, là, il y aura des liens avec le groupe statut. Et si on ne travaille pas ensemble, on n'y arrivera pas, parce qu'on arrive à des conclusions sur certains cadres d'emploi, et on n'a pas peur hein, dans les schémas disruptifs. Des fois, certains collègues disent, mais si la branche sur laquelle on est, mais arrêtons de faire que des concours, faisons de l'emploi, et on aura toujours du travail. Et ben, ça veut dire que des fois, on se dit dans les conclusions, il ne faudrait même plus faire l'examen ou le concours là, sur tel cadre d'emploi. Et ça veut dire travailler autrement. Et quelque part dans l'idéal, mon idéal, ce serait finalement que les centres de gestion ne recensent pas sur les grades, mais recensent sur le métier. Et ensuite, une fois que le recensement sur le métier est fait, comme on a cette contrainte réglementaire, au centre de gestion d'intégrer les métiers dans les cases qui correspondent malheureusement aux grades. Oui, peut-être. Ouais. C'est peut-être ça, c'est prendre le truc à l'envers. Alors, c'est
C'est une révolution. Ouais. C'est une révolution. Non, mais c'est une révolution. C'est un boulot très intéressant, mais ça va prendre un temps. C'est vrai, un temps conséquent. Quoi. Mais je pense que si on recensait sur les métiers, on se tromperait peut-être moins. Si tout le monde recensait et envoyait des informations, ça serait encore mieux. Comment? Si tout le monde recensait et envoyait des informations, ça serait encore mieux. Alors ça, C'est oui. arrivé là. Oui. Ça, déjà, c'est encore un autre. Oui, mais si on n'a pas les données, on ne peut pas s'en servir. Bien sûr. C'est ça le problème. C'est comme les déclarations de nomination Bien sûr. qu'on n'a plus, qu'on n'a pas systématiquement et qui nous empêche d'avoir des émissions à jour. Bon, ça aussi, c'est un vaste sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? En parlant des listes d'aptitudes, une fois qu'on a reçu le concours, on est sur les listes d'aptitudes, on est inscrit dessus pour 4 Pour ans. 2 ans, et après, renouvelable. sur simple demande de réinscription 2 fois 1 an, 4 ans au total. Est-ce que vous avez des agents qui sont toujours inscrits sur les listes d'aptitudes au bout de... Ah oui. Oui, alors, Des agents qu'on ne trouve pas, il y a quelques années, c'était 3 ans, il a été décidé de monter à 4 ans. Et ça n'a pas fait plus de nominations. Ils nous ont demandé aussi d'organiser des journées d'information dans la première année, qui n'intéresse quasiment personne. Quasiment personne. Vous envoyez 300 invitations, vous avez 3 présents. Voilà. On doit aussi leur proposer, ceux qui ont plus de 2 ans, de leur faire un entretien. On propose. S'ils sont intéressés, ils ne nous répondent pas. En tout cas, on a des obligations de suivi. Et Finalement, on ne savait pas trop pourquoi. alors, si, parce qu'on fait du suivi et c'est là qu'on nous attend et c'est très bien. On soit encore plus proactif là sur le. C'est de l'emploi, ça. C'est à la fois, vous avez raison. Alors, moi, j'aime bien toujours revenir sur la donnée parce que la donnée, elle n'est pas si évidente. On vient de le dire. On n'a pas toujours le retour d'information. Des fois, on repasse des coups de fil. Ah ouais, non, c'est bon, je suis nommé depuis longtemps. Donc là, la donnée, il faut qu'elle soit propre. Ce chiffre, il faut qu'il soit propre. Donc là, il y a une obligation de suivi. Et puis après, quand on revient vers les gens, il faut comprendre. On a les stats maintenant. Il y a des enquêtes nationales, ce qu'on appelle reçu-collé. Je suis reçu-collé. C'est ça, c'est je perds le bénéfice de mon cours. Il faut comprendre pourquoi. Nationalement, on commence à avoir des tendances. Et il faut après aller dans le qualitatif. Et il y a différentes raisons. Il y a des gens qui passent plusieurs concours. Et ils passent plusieurs concours, ils restent valablement inscrits sur la liste d'aptitudes d'origine parce qu'on ne leur demande pas et puis ils n'ont pas d'obligation particulière. Donc là, ils restent, mais ils ne sont pas en recherche. Il y a des gens qui changent de parcours, changent complètement de parcours. Ils ont décroché un concours, mais ils sont partis dans le privé ou je ne sais quoi. Il y a des gens qui ne sont pas nommés par leur collectivité, tout simplement, mais ils n'ont pas envie de bouger. Et puis tout à fait à la fin, il y a des gens qui ont de réelles difficultés, ne savent pas se vendre. Et là, on retombe sur l'emploi, l'accompagnement dans l'emploi. Quand on voit la tête des CV et des voix, on dit, faudrait vous donner un petit coup de main. Venez, on le fait. Je sais pas me vendre en entretien, je sais pas chercher aussi. Aller chercher un emploi dans le maquis territorial, c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est une brique très importante pour éviter ce phénomène. Après, les taux, ils se resserrent. Hein. On sait que statistiquement, dans les 2 premières années, les gens sont nommés. À partir de la 3 et 4e année, là, on rentre dans les cas que je viens de décrire. Il y a quelque chose. Mais c'est... on n'a pas un chiffre national, parce qu'en fait, il bouge. Hein. Parce qu'il y a des cas d'exonération aussi. Hein. Enfin, il y a des cas de prolongation sur les listes d'aptitude. Mais voilà, on est entre 5 et 7% de gens qui sont reçus-collés, pas plus. Hein. On est plutôt efficace. Mais on peut encore mieux faire. On a fait une étude il y a quelques temps, on a passé à 9%. Oui, voilà. De réévolution. Moins de 10%. Les frais reçus-collés. Pas les prolongés. Si c'est bon pour vous, on peut vous libérer. Puis je pense qu'il est chouette. Merci à vous. Merci.